Ok, bonjour à tous, merci d'être venus à cette session. On va donc parler un petit peu de réalité augmentée, on va aller à la découverte de tout ça, avec notamment ARCore. Alors, c'est sorti sous le nom d'ARCore, on continue à appeler le SDK ARCore. Si vous voulez chercher dans le store Android, vous trouverez quelque chose, alors ça marche avec ARCore, vous trouvez quelque chose qui s'appelle Service Google pour la réalité augmentée. Voilà. Ils l'ont renommé depuis que c'est sorti, mais on continuera à utiliser ARCore, ça sera plus court pour nous que Service Google pour la réalité augmentée, parce que je vais le dire beaucoup. Donc je suis Christophe Jolivet, je travaille chez Appseed en tant qu'agitateur technique et vous pouvez me retrouver dans les différents réseaux sous JolivC. Et je suis Jérémy Voisin, donc je suis leader technique chez Appseed. Vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux, @Jérémy Voisin _ sur Twitter et Jérémy Voisin sur GitHub. Alors on va commencer avec une petite démo. Je vais vous expliquer ce que je vais faire avec la démo et ça nous aidera surtout après pour toutes les explications un peu plus techniques. Donc vous avez sur la droite de l'écran mon téléphone actuellement. Vous voyez, si je bouge, voilà. Donc c'est plus fluide sur mon téléphone. Le système de retransmission fait que ça lag un peu. Donc là je vais vous montrer, ça s'appelle Hello Sendform. C'est une des démos qui vient avec le SDK. Donc là j'ai une invitation, vous avez vu vite fait, une invitation à scanner mon environnement. Maintenant que je scanne l'environnement, il m'affiche des petits points blancs. C'est qu'il a détecté un plan, quelque chose où je vais pouvoir poser un modèle 3D. Donc je vais simplement taper sur mon écran. Il y a un peu de gravité, la main tremble. Je vais poser un modèle 3D au milieu de la pièce. Donc je peux me déplacer autour de ce modèle. Je peux simplement faire le tour comme s'il était là. Voilà. Je vais pouvoir aussi prendre mon modèle, zoomer, le faire tourner vers moi. Voilà. Je vais pouvoir le prendre et le déplacer plus loin. Bon, je peux lui mettre des copains s'il est un peu tout seul. Ah, ça a décroché, voilà. Donc je lui ai mis des copains. Voilà. Donc je peux le déplacer, je peux le tourner, je peux zoomer, voilà. Alors on va essayer un truc, je ne sais pas si ça marche, est-ce qu'il va accepter de détecter le mur? Normalement il détecte aussi les surfaces verticales, voilà. Et je peux aussi donc, détecter des murs et venir poser mon ND sur le mur. Ce qui est bien, c'est que j'ai tourné, j'ai perdu ceux qui étaient par terre. Si je reviens, ils sont toujours là. Il les retrouve. Il retrouve aussi celui qui est sur le mur. Donc ça marche plutôt bien, c'est plutôt bluffant. Sauf quand ça coupe à l'écran, voilà. Le seul truc qui est gênant, c'est ça. Quand quelqu'un passe entre mon modèle 3D et mon téléphone, ça brise un peu le rêve. Donc on va revenir un petit peu sur tout ça. On va commencer par un petit peu d'introduction, un petit glossaire sur tous les termes qui tournent autour de la réalité augmentée. Et notamment, on va commencer par différencier un petit peu la réalité virtuelle, la réalité augmentée, la réalité mixte. C'est peut-être des termes que vous avez entendus. Donc le premier, la réalité virtuelle, c'est ça. C'est des objets qui ne sont pas vraiment là, dans un endroit qui n'est pas le vôtre. Mais vous avez l'impression d'y être. Vous êtes complètement immergé dans la scène. C'est ce que vous allez vivre si vous utilisez un Oculus Rift, un PlayStation VR, HTC Vive, tout ce genre d'outils. Pour interagir avec vos modèles 3D, généralement, vous avez des périphériques dédiés, les PS Move, les manettes des Oculus, sauf sur une des dernières versions des Oculus où ils font la détection des mains maintenant. Voilà. La réalité augmentée, c'est ça. Vous êtes vraiment là où vous êtes, comme j'étais à l'instant dans la salle. Vous avez des choses qui ne sont pas là, vos modèles 3D. Donc c'est ce qu'on fait avec un téléphone. C'est ce que vous pouvez faire éventuellement avec les Google Glass. Vous allez afficher de l'information à la personne. Alors il y a d'autres modèles un peu plus industriels. Comme les Vuzix Blade ou les Eversight Raptor qui sont des modèles de lunettes à destination plus pour les gens qui bossent dans l'industrie, donc qui vont permettre d'afficher les informations. Pour interagir avec le modèle, je touche mon écran de téléphone. Sur les Google Glass, je touche la branche des Google Glass. Surtout, il n'y a pas de compréhension complète de l'environnement. Bon là, je l'ai fait avec ma main. Si j'avais fait le tour de la table, on aurait vu mes modèles à travers la table. Ce qui se passe ici, le nez du X-Wing est devant mon pied de table, alors que le modèle est plutôt positionné derrière. La bonne solution, c'est ça, c'est la réalité mixte. La réalité mixte, ça va être les Microsoft HoloLens, les Magic Leap One. La différence, c'est que ces appareils, ils utilisent un capteur spécifique qu'on appelle Time of Flight, qui va projeter une matrice de points plutôt dans l'infrarouge dans la scène.
avec une caméra dédiée qui va les regarder, qui va permettre de mesurer toutes les distances. Et à partir de là, il va pouvoir gérer ce qu'on appelle l'occlusion. Donc il aura détecté le pied de la table et il va cacher le modèle derrière le pied de la table. Donc il aurait détecté ma main et il aurait caché le modèle derrière ma main. Une autre notion importante, c'est les degrés de liberté, degree of freedom. Le premier mode, c'est 3 degrés de liberté. Vous allez pouvoir bouger la tête sur les 3 axes. Ce que vous avez si vous regardez des vidéos 360 sur YouTube. Vous pouvez tourner, regarder partout, mais vous ne pouvez pas vous déplacer volontairement dans la scène. 6 degrés de liberté, vous pouvez regarder partout et vous pouvez vous déplacer aussi dans la scène. Je me suis déplacé, je suis passé de l'autre côté de Andy. Alors depuis tout à l'heure, on vous parle de modèle 3D. Pour mieux comprendre, il faut qu'on vous introduise quelques notions de 3D, bien sûr. Alors en général, je prends un exemple relativement simple. Je veux modéliser une table en 3D vue du dessus. Donc au final, je veux modéliser un rectangle, quoi. Alors pour ça, je vais commencer par poser les sommets, on appelle ça les vertices en 3D, les lier avec les arêtes, edge, et ça va former ce qu'on appelle les faces. Alors si on met plus de vertices et plus de edge, judicieusement placés, on crée ce qu'on appelle un mesh. Donc là, on a notre Andy de tout à l'heure. C'est pas très beau. Pour améliorer ça, on dispose de la texture. Alors la texture, c'est simplement enrober notre mesh dans une image. Donc ici, on a enrobé notre mesh dans une image verte. Et par-dessus encore, on peut rajouter les shaders. Les shaders, c'est un ensemble de règles qui définissent le comportement de la lumière. Donc là, par exemple, on a donné un aspect métallique à notre modèle 3D. En assemblant les textures et les shaders, on obtient ce qu'on appelle le matériel. Une fois que notre Andy est stylisé, on doit le poser dans l'environnement, évidemment. On a pour ça ce qu'on appelle la pose. Donc la pose, c'est une entité pour un environnement 3D. C'est une combinaison de rotation et de translation par rapport à un point qui n'est pas forcément le centre de notre scène. Ça définit finalement l'emplacement par rapport à un point. Par exemple, le point, ça peut être le coin de la pièce. Ma pose pourrait être ici. Donc finalement, c'est la translation et la rotation depuis le coin de la pièce. Donc maintenant, on peut parler d'AirCore, vu qu'on connaît les notions de base de la 3D. Alors pour l'histoire, AirCore, c'est le remplaçant du projet Tango. Le projet Tango, c'était un projet de Google qui visait à créer un device spécifique pour la réalité augmentée. Ce device, il devait avoir une caractéristique spéciale, c'était disposer du fameux capteur Time of Flight qu'on a vu dans les HoloLens. Ça permettait de projeter des points en infrarouge et donc de modéliser précisément la pièce. Mais un jour, il y a une petite application qui est sortie, qui s'appelle Pokémon Go, qui a montré qu'on pouvait faire presque pareil avec un simple device qu'on avait tous dans notre poche. Alors suite à ça, Google a abandonné le projet Tango et ils ont créé un framework qui s'appelle AirCore. Il est sorti officiellement en mars 2018 et aujourd'hui il est en version 1.14, donc ça avance relativement vite. Il y a des SDK pour tout le monde, donc tout le monde c'est Android, iOS, mais aussi les moteurs de jeu. On a Unreal et Unity qui possèdent aussi leur SDK. Pour utiliser AirCore, il faut avoir un smartphone Android version 7 minimum, API 24. Il faut qu'il soit compatible à AirCore, bien entendu. Alors pour ça, vous pouvez vous rendre sur ce lien ou rechercher simplement dans Google les compatibles devices avec AirCore. Aujourd'hui, il y a 183 modèles qui sont supportés et ça commence à environ 250 €. Ici, j'ai un Honor 8X, 250 €, on peut faire tourner l'AirCore. AirCore, sa capacité principale, c'est de comprendre l'environnement. Donc on a vu tout à l'heure, détection des plans. On verra par la suite qu'il y a une bonne compréhension de la lumière avec ce qu'on appelle les lighting cues. Christophe vous en parlera. Il peut faire du visage augmenté, de l'image augmentée. On parlera aussi. On a une bonne détection des mouvements. Comme on a vu tout à l'heure, on peut tourner autour de notre modèle. Il reste en place. Et on finira avec les clad encore.
qui sont le mode multijoueur de Aircore. Alors, la première question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'Aircore va percevoir l'environnement? Ce qui va se passer, c'est qu'il va détecter dans l'image des points d'intérêt. Donc, ce sont les petits points bleus qui s'affichent dans l'image. Alors, ça va être le coin d'une touche de clavier, le bas de la gourde qui est posé sur la table, ce genre de choses. Et quand vous allez déplacer votre téléphone, il va analyser le déplacement de ces points d'intérêt par rapport aux informations issues des gyroscopes et des accéléromètres. Et à partir de là, il va déduire quels points font partie d'un même plan. Et vous avez une API qui va vous fournir ces plans. Donc ici, une fois que les plans sont détectés, ils sont dessinés simplement avec le quadrillage. Il y en a un blanc sur le bureau et un rouge par terre, c'est-à-dire qu'Aircore est aussi conscient qu'il ne s'agit pas du même plan. Ce qui peut se passer, c'est que des fois, il va vous trouver deux plans différents par terre, puis quand vous allez continuer à vous déplacer, à scanner la pièce, il va mieux comprendre la pièce, et à ce moment-là, les plans vont fusionner. Donc il est important pour les gens qui vont faire la réalité augmentée de bien scanner un petit peu l'environnement avant de commencer, parce que sinon le risque c'est que les objets que vous posez vont dériver quand Aircore va commencer à mieux comprendre la pièce. Au niveau de la lumière, il va utiliser ce qu'on appelle les Lightning Q. Donc vous avez un réseau de neurones qui va tourner derrière sur le flux vidéo issu de la caméra et qui va essayer d'analyser l'image. Il va vous fournir une estimation de l'intensité lumineuse pour votre scène. C'est-à-dire que si vous posez des modèles en plein jour, des modèles la nuit, ils seront moins éclairés. Alors la nuit, il faut quand même voir suffisamment le sol. Vous allez aussi avoir une correction de couleur à appliquer. Si vous décidez de faire de la réalité augmentée en boîte de nuit et que vous avez des spots de couleurs, vous pourrez avoir vos modèles éclairés dans les mêmes couleurs. Des ombres intelligentes. Alors, c'est pas encore complètement au point ces trucs-là. Ils analysent les ombres des objets présents dans la scène pour aligner vos ombres dans la même direction. Donc, en plaçant les sources de lumière au même endroit dans la scène. Et de même pour l'émulation des reflets. S'il attrape des reflets de lumière sur les objets métalliques et que vous avez, vous, des shaders pour avoir des reflets de lumière, ils seront positionnés selon les mêmes sources de lumière. Pour le suivi de mouvement, qu'est-ce qui se passe? Ils utilisent un algo qui s'appelle VIO pour Visual Inertial Odometry. C'est la combinaison du déplacement des points d'intérêt dans l'image et puis des informations qui vont être issues du compas, des gyroscopes et des accéléromètres de votre téléphone. Avec toutes ces informations-là, il va être capable de savoir comment se déplace le téléphone dans la scène et donc de vous reconstruire la scène 3D correctement. Petite parenthèse, je viens de vous dire, on a un réseau de neurones qui tourne, on a l'appareil photo qui tourne, on a le compas, on a les gyroscopes, ça draine énormément la batterie. Si vous jouez trop longtemps, vous avez très vite une alerte qui vous dit « Ah, l'appli consomme beaucoup la batterie ». Vous pouvez, si vous le souhaitez, dans vos scènes, rajouter de la localisation du son. Alors ça ne fait pas partie d'Aircore en lui-même. C'est un SDK qui s'appelle Résonance Audio, qui est basé sur des algos qui sont les binaurales audio. L'idée, c'est que vous allez positionner vos sources de son dans la scène et il va gérer pour vous la reproduction normale du son. C'est-à-dire que le son arrivera plutôt sur l'oreille qui est positionnée du côté de la source de son que de l'autre côté. Il est aussi capable de gérer certains échos. Donc vous avez vraiment l'impression que les sources de son sont là. Quand vous tournez, vous savez qu'elles sont restées en place. Du point de vue de l'utilisation d'Aircore, vous allez avoir 4 possibilités. La première, ça va être le modèle Viewer. Alors c'est vrai depuis Aircore 1.9. Anciennement, c'était WebXR. On reviendra un petit peu sur WebXR. Ensuite, vous pouvez faire des applications Android, des applications iOS, ou enfin travailler avec un moteur de jeu comme Unity ou Unreal. Donc si vous avez déjà installé Aircore depuis la version 1.9 sur votre smartphone, et que votre smartphone est relativement puissant, vous avez peut-être déjà vu les modèles Viewer en action. Donc le mieux c'est qu'on vous montre à quoi ça ressemble. Donc là, sur le téléphone, on a recherché un requin classique, donc recherche Google. On descend un petit peu, et là on voit qu'il y a un modèle 3D. On a une invitation à le voir. Donc là on a notre modèle Viewer déjà. Mais c'est pas très réalité augmentée. Par contre on a une invitation à afficher dans l'espace. Je clique dessus. Donc là, invitation à scanner. Ça a frisé. Effet démo. Tu cliques tout de suite dessus pour défriser. Ah si, attends. On n'avait pas eu des... C'est le risque des présentations. Ah, c'est bon. Voilà, je l'ai là.
Voilà. Donc là, on a notre requin en réalité augmentée. D'ailleurs, je suis en contre-jour, donc je pense qu'on ne le voit pas très bien. Mais pareil que pour le petit Andy au départ, on peut se déplacer autour. Ah, je vais essayer de dézoomer. Voilà, on peut avoir des interactions avec. On peut le prendre, le déplacer, se promener avec. Voilà. Et donc notre requin est ici. Voilà. Donc là typiquement, c'est Model Viewer qui fait ça. Peut-être que Donc Model Viewer, c'est l'intégration d'AirCore dans le navigateur. Comme on a vu, on fait une simple recherche Google et on a possibilité de voir notre modèle 3D. C'est juste un web component. Donc pour faire ça, c'est juste, en théorie, une ligne, Model Viewer. On lui donne la source de notre modèle. Donc là, l'exemple, c'est astronaut.jltf, mais ça aurait été requin dans la démo. Et on voit qu'il y a un petit tag AR. Donc le petit tag AR, c'est pour avoir l'invitation à afficher le requin dans notre environnement. Donc le web component est compatible avec la plupart des navigateurs, sur mobile, mais aussi sur desktop. Alors la différence, c'est que sur desktop, on n'aura pas l'invitation à disposer du requin ou du modèle dans notre environnement, évidemment. Il y a quand même quelques limitations. On est limité à 30 000 vertices d'immaterial, mais bon, on peut déjà avoir des modèles relativement complexes avec ces limitations-là. Il y a une seule animation possible, on reviendra peut-être... Merci. Une seule animation possible qui sera jouée en boucle. Donc là, par exemple, vous avez vu le requin, il nageait, mais c'est tout, quoi. Il nageait en boucle. Et on a une interaction limitée, donc c'est comme pour Hello Sendform, on peut juste déplacer notre requin, zoomer, dézoomer, et puis le faire tourner. On ne peut pas faire de jeu avec ça, très clairement. On peut juste observer notre modèle dans la pièce, quoi. Ce qui est déjà bien. La solution suivante, ça va être de développer une application Android. Alors qu'est-ce qui va se passer? Simplement, dans votre build Gradle, il vous faut déjà un niveau de compilation Java 1.8. Ensuite, vous allez vous ajouter une dépendance pour Sendform. On reviendra dessus, Sendform c'est l'API haut niveau dans AirCore. Et dernière chose, vous allez pouvoir ajouter un plugin dans votre cycle de build. Ce plugin, il va simplement prendre les formats standards d'images dans l'écosystème 3D, comme les fichiers OBJ, GLTF, et il va les convertir dans des formats SFA et SFB qui seront utilisés par AirCore sur votre téléphone. Au niveau du manifeste, pas grand chose de surprenant. Vous demandez la permission d'utiliser la caméra. Vous indiquez que vous utilisez les features de caméra en réalité augmentée. Dans les métadatas de l'application, vous indiquez que AirCore est requis. Et c'est tout. La première chose qui va venir maintenant dans votre API Java, pour développer, la première notion qu'il va falloir voir, c'est l'encre, encore. L'encre, c'est un point fixe dans la réalité. C'est l'endroit où j'ai posé mon ND tout à l'heure. Ce que je vous disais, ce point, il risque d'évoluer quand AirCore va comprendre un petit peu la pièce. Donc, ils peuvent dériver un petit peu vos encres au début. Autre point auquel il faut faire attention, la position des encres est recalculée en permanence pendant que vous utilisez AirCore. Ce qui consomme aussi pas mal de batterie. Et du coup, on recommande de limiter à une vingtaine d'encres dans une scène. Après, il y a des astuces. Ce que vous pouvez faire, c'est que, on reviendra dessus, vous allez pouvoir rattacher tous vos éléments 3D à une même encre. Une fois que vous avez ça, vous avez une API bas niveau. Donc c'est du OpenGL que vous allez manipuler, donc vous allez tout gérer à la main. Il va falloir inviter l'utilisateur à scanner l'environnement. Il faudra lui afficher les plans que vous avez qui ont été détectés. Il faudra lui afficher un modèle depuis le fichier OBJ. Alors le fichier OBJ, qu'est-ce que c'est? C'est une grande liste de coordonnées des vertices qu'il faudra lire pour créer vos points avec OpenGL. Ensuite, vous avez la liste des vertices, mais pour les relier entre eux, donc pour créer vos edges. Et puis ensuite, il faudra charger votre fichier de matériel pour pouvoir mettre la texture et appliquer les shaders. Beaucoup de code. Et vous n'avez pas encore géré les interactions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler plutôt avec une API de haut niveau qui s'appelle Sendform.
Cette API de haut niveau, elle va vous permettre un rendu de scène 3D en réalité augmentée ou pas. Vous n'êtes pas obligé de passer en réalité augmentée avec. Ça repose sur un moteur de rendu physique réaliste qui est vraiment très performant. Allez vous intéresser aux démos du projet qui s'appelle Filament. Et puis, c'est lui qui vous amène le petit plugin dans votre build Gradle pour convertir vos modèles en SFA et SFP. À noter que Filament, c'est un produit français par Romain Guy. Une fois que vous avez ça, vous allez disposer d'un AR fragment qui vient avec Sceneform. Cet AR fragment, vous allez simplement l'ajouter dans le layout. Qu'est-ce qu'il va faire? Il fait l'invitation à la détection de l'environnement, l'affichage des plans détectés avec les gros points blancs, et tout ce qui est gestion des interactions de l'utilisateur. Donc les tapes, drag, pinch, twist, etc. Vous mettez juste le fragment dans le layout. La notion suivante, c'est la scène. La scène, c'est l'environnement 3D que vous avez construit. C'est un graphe de nœuds. Tout va être un nœud au sein de cette scène. Ces nœuds seront reliés par les fameuses poses. C'est translation et rotation. Donc tout est nœud. Vous allez disposer de nœuds pour les encres. Vous allez disposer de transformable nodes pour poser vos modèles 3D. Vous allez avoir éventuellement des skeleton nodes si vous voulez animer vos modèles. Augmented Face Node si vous faites de la détection de visage, par exemple. Même la caméra, même les sources de lumière sont des nœuds au sein de la scène. Et autre avantage, c'est que la scène va vous fournir tout ce qui est détection de hit. C'est-à-dire, quand vous allez taper sur l'écran, ce qui va se passer, c'est qu'il va déclencher un raycasting à travers la scène. Donc il va projeter un rayon perpendiculaire au plan du téléphone, jusqu'à rencontrer quelque chose, un modèle 3D ou un plan, et à ce moment-là, appelez une de vos méthodes. Vous aurez des listeners. Une fois que vous avez ce graphe de nœuds, il faut les habiller. Pour ça, vous aurez des renderables, les modèles 3D. Donc les fichiers OBJ, FBX, GLTF sont supportés, tous les formats standards des écosystèmes 3D, avec les fichiers math pour les textures et shaders. Ça sera converti, comme je disais, par le plugin. Et puis si, comme moi, vous n'arrivez pas à faire autre chose que des cubes et des ronds, enfin des sphères en 3D, vous pouvez aller tester les bibliothèques. Donc, par exemple, polygoogle.com, c'est de là que venait le X-Wing des premières slides. Du point de vue du code, vous êtes dans votre activité, vous créez une variable, un attribut, qui sera un modèle renderable dans lequel on va charger le modèle du ND. Pour charger ce modèle du ND, dans le onCret, on va simplement appeler le builder, lui indiquer la source du fichier et appeler build. Ça vous renvoie un completable feature et à ce moment-là, vous gérez le résultat. Si ça se passe bien, vous le mettez dans votre variable. Si ça se passe mal, vous gérez votre exception. En fait, pas comme moi, renvoyez pas nul, hein, prévenez l'utilisateur, mais ça ne tenait pas dans les slides. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement mettre un AirPlane Listener, un tap AirPlane Listener, sur le fragment qu'on a mis dans le layout, sur l'air fragment. Celui-ci va être appelé avec le hit result, le plan concerné, et puis éventuellement les notions de mouvement qui étaient faites. Avec ce hit result, on va simplement lui demander de nous créer une encre. La fameuse encre, c'est ce point dans la réalité qui correspond à l'endroit où vous voulez poser votre modèle. Une fois que vous avez cette encre, vous allez créer un anchor node qui sera l'équivalent dans votre scène 3D. C'est ça qui va permettre de caler la scène 3D par rapport à la réalité, de faire que ça ne bouge plus par la suite. On rajoute notre anchor node dans la scène, puisque la scène est un grand graphe de nœuds. Ensuite, on va créer un transformable node à qui on va fournir le système de transformation de l'air fragment. Je vous avais dit, l'air fragment, il va gérer pour vous tout ce qui est drag, pinch, etc. C'est fait là. Avec ça, vous êtes capable de déplacer vos modèles, les tourner, zoomer, etc. Ce transformable node, on va lui donner un parent, on va le mettre sur le anchor node, exactement, en l'ajoutant simplement, en lui mettant simplement l'anchor node en parent. Et puis ensuite, on va l'habiller, donc on va lui positionner le renderable, c'est le modèle que vous aviez chargé juste avant. Avec ce code-là, vous avez vu 80% du code de la première démo, celle du ND. Le seul code qui vous manque, ce sont la gestion des exceptions. Si le téléphone ne supporte pas AirCore, si le modèle est mal chargé, vous n'avez pas autorisé la caméra ou des choses comme ça.
Alors j'ai une deuxième démo pour expliquer encore un peu plus la notion de scène et de pause et de graphe de nœuds. Hop, voilà. C'est celle-ci. Donc je scanne mon environnement. Voilà, il m'a détecté le plan, il me positionne les points. Je vais taper sur mon écran, donc il fait le fameux recasting, il crée une encre, il crée un transformable node et dessus il pose un renderable. Ici mon renderable, c'est un layout. Un layout classique Android avec 2 textes view. Il faut savoir que tous vos layouts sont aussi des renderables. Alors ils n'ont pas d'épaisseur 3D à proprement parler. Si vous passez derrière, vous verrez le texte dans le bon sens aussi. Il s'affiche pareil des deux côtés. Donc je peux poser plusieurs renderables. Ils sont du coup accrochés par terre avec, ici j'ai 2 encore nodes, 2 transformable nodes et des renderables dessus. Ma caméra est un nœud elle aussi. Donc si je viens taper sur une de mes cartes, elle va venir devant ma caméra, et maintenant elle suit ma caméra. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement pris ma carte par terre, j'ai changé son parent, de l'anchor node je passe à ma caméra, je recalcule la pose pour la renvoyer en bas, là où elle était au départ, et ensuite vous avez une méthode sur les nœuds on-frame qui va vous permettre, qui va être appelée à chacune des frames et qui va me permettre d'animer simplement les valeurs de la pose, donc la translation et la rotation, pour venir jusqu'à s'accrocher à mon téléphone. Si je tape dessus, je fais le processus contraire, je la raccroche à mon anchor node, je calcule une pause pour qu'elle revienne devant mon téléphone, et puis ensuite j'anime tout doucement jusqu'en bas. Donc vous allez pouvoir décider éventuellement, vous n'êtes pas obligé de créer des anchor nodes à chaque fois, vous pouvez décider d'accrocher un transformable node avec un autre transformable node en parent. Donc il y a une des démos qui vient avec le SDK qui fait ça, qui est le système solaire. Et à ce moment-là, vous avez les lunes qui tournent autour des planètes, simplement parce qu'elles sont animées par rapport à leur parent, qui est le transformable node de la planète. Alors, AirCore, c'est aussi faire les visages augmentés. Donc ça, c'est aussi une des démos qui vient dans le SDK. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va détecter un visage, il va vous renvoyer un mesh composé de 468 vertices, avec 3 poses qui vont vous permettre d'avoir les points en haut, à droite, à gauche du front et en arrière du nez, au milieu de la tête. À partir de ces points-là, le masque va pouvoir vous suivre quand vous déplacez. C'est beaucoup plus sensible que ce que faisaient jusqu'ici les API de détection de visage sur Android. Elle décrochait très vite dès qu'on penchait la tête. Celle-ci reste vraiment très bien. Autre possibilité, les augmented image. Donc là, il va détecter l'image de la Terre qui est sur l'écran de l'ordinateur et il va venir rajouter les petits cadres, les petits bords de cadre dessus. Vous allez pouvoir gérer jusqu'à 20 images en simultané de détecter et d'augmenter. Vous avez un outil en ligne de commande qui s'appelle AirCore Image. Ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir lui fournir les images et il va préparer ces images pour pouvoir les augmenter au démarrage de l'application, mais ça ne va pas être terrible pour les perfs de votre application. Donc vous pouvez utiliser AirCore Image en ligne de commande qui va préparer cette base de données d'images pour aller plus vite au démarrage. En plus, un autre avantage, c'est que AirCore Image va vous donner un score de facilité à reconnaître l'image. Donc il y a des choses qu'il n'aime pas, typiquement une façade de bâtiment très répétitive avec les fenêtres au même endroit, il n'aime pas. C'est pour ça qu'on a acheté nos badges par terre aussi tout à l'heure, c'est pour casser la monotonie de la moquette. Vous pouvez gérer jusqu'à 1000 images dans cette base de données. Et AirCore est aussi capable de gérer les images qui se déplacent dans la scène sans que le téléphone se déplace. Typiquement, un camion qui passerait, vous pouvez augmenter le dessin qui est sur la remorque. Dernière chose intéressante, c'est les clouds encore. Si je relance ma première application, j'ai plus mes ND, ils n'existent plus. La session AirCore était finie. Vous pouvez essayer de faire des clouds encore qui vont vous permettre de sauvegarder la position de vos encres pendant 24 heures. Pour ça, vous avez un service Google à activer qui s'appelle le AirCore Cloud Encore API. Ça va vous donner une clé d'API que vous mettez dans le manifeste et vous pouvez stocker vos encres pendant 24 heures. Vous pouvez aussi les partager si vous voulez. Du coup, il y a une version bêta en test actuellement avec des encres qui persisteraient plus longtemps. Ce qui va se passer pour faire des clouds encore, vous allez avoir une session qui est votre session AirCore que vous récupérez en lui passant l'activité. Cette session, vous la configurez, enfin vous créez la config,
depuis la session, vous activez les clouds encore, et puis ensuite, vous réinjectez ça dans la session. Et simplement, au moment où vous faites le hit create encore, vous demandez à la session de hoster cette encre. Ça vous donne une nouvelle encre qui contient un ID, un cloud encore ID, que vous stockez, vous partagez avec quelqu'un d'autre, qui lui pourra faire un session resolve cloud encore, et donc retrouver la même encre au même endroit. Derrière, même chose que tout à l'heure, hein, vous faites votre encore node, vous faites votre transformable node, vous mettez votre ND et vous retrouvez le ND au même endroit. Si vous êtes plutôt familier d'appareils iOS, il faut savoir qu'il y a aussi quelque chose pour les utilisateurs Apple qui s'appelle AirKit. Vous avez probablement déjà entendu parler d'AirKit, c'est arrivé avant AirCore. Donc, on a à peu près la même chose. Les main features sont vraiment les mêmes, donc on a une bonne interprétation de l'environnement, on a l'estimation de la lumière, on a la gestion du mouvement. C'est même le même algorithme VIO qui est sur AirKit. La seule grosse différence, c'est le contrat de nommage qui est entre les deux. Par exemple, le mode multijoueur, c'est pas Cloud Encores, mais c'est Multi-Peer Connectivity. Et c'est vraiment presque la seule grosse différence, sachant que depuis AirKit 3, il y a une nouvelle différence, c'est qu'on a commencé à apporter l'occlusion. Donc l'occlusion, c'est par exemple quand Christophe avait sa main qui passait devant le modèle tout à l'heure, au lieu que le modèle passe par-dessus, avec AirKit 3, il resterait derrière la main. L'occlusion est en test dans AirCore en ce moment, mais c'est pas encore accessible à tout le monde. AirCore a quand même l'avantage de pouvoir se plugger par-dessus AirKit. Alors si on fait ça, ça a quand même un intérêt, c'est d'apporter les Cloud Encores sur iOS. Donc on pourrait imaginer demain créer un jeu où les utilisateurs iOS et Android peuvent jouer dans la même session. On a dit qu'il y avait un SDK à AirCore pour Unity. Alors déjà, c'est pas nouveau sur Unity de pouvoir faire de la réalité augmentée. Historiquement, on a un framework qui s'appelle Vuforia qu'on peut installer directement depuis l'installeur Unity qui nous permet de faire de la réalité augmentée. Plus précisément, c'est plutôt un framework qui permet de faire de l'image augmentée. En fait, avec Vuforia, on entraîne un réseau de neurones à reconnaître des objets simples en 3D ou des images et à y superposer d'autres images. Il y a quand même une différence donc, entre Vuforia et AirCore. Les deux s'intègrent très bien dans Unity. Pour AirCore, il suffit d'installer un Unity package qu'on télécharge sur GitHub. Sur Vuforia, c'est intégré directement. Vuforia est vraiment fait pour un usage plutôt professionnel. On a vu tout à l'heure sur l'exemple de l'image augmentée à AirCore qu'on pouvait décrocher un petit peu quand on se rapprochait de l'image de la Terre. Avec Vuforia, c'est quand même plus précis. Dans Vuforia, on l'utilise plutôt dans le cadre professionnel, pour la formation par exemple, un nouvel opérateur qui arrive sur une machine, on lui donne un device avec une application Vuforia, il scanne la machine et il peut apprendre à se former sur la machine comme ça. AirCore est plutôt pour l'environnement du jeu, donc on l'a vu avec toute la compréhension de l'environnement, on a cet avantage de pouvoir placer des éléments ludiques un petit peu partout dans la pièce. La grosse différence aussi entre les deux frameworks, c'est que Vuforia est sous licence commerciale, donc on peut développer gratuitement, mais pour distribuer, il faut payer. Alors qu'avec AirCore, c'est gratuit. Juste licence à page 2. Alors pourquoi on a voulu utiliser Unity? On voulait pousser un petit peu l'expérience utilisateur, pour voir vers quoi on pouvait aller. Donc on voulait bénéficier de l'expérience du moteur de jeu qu'est Unity, donc en bénéficiant du moteur physique, de la gestion du réseau, notamment pour partager des événements entre devices. Il y a un asset store qui est riche sur Unity. L'asset store, c'est là où des contributeurs viennent déposer des scripts ou des modèles 3D, dont on peut disposer gratuitement ou pas d'ailleurs. Et Unity intègre les modèles standards du marché qu'on a vus tout à l'heure, GLTF, OPJ, etc. Petite démo pour montrer à quoi ça ressemble. Alors on va passer en main libre sur ton téléphone aussi. Yes. Attends 2 secondes. Tac. Allez. Pas encore en effet démo. Non, c'est bon. Alors, on va lancer tous les deux l'application. Tac tac. Je vais recaler les fenêtres. C'est une application Unity, donc ça met un petit peu de temps à démarrer. Donc en haut, vous avez le téléphone de Jérémy. En bas, vous avez le mien. Si on ne surveille pas l'écran et que ça refiche, dites-le nous. Donc
cliquer sur la fenêtre pour défiger le... Donc je vais démarrer une nouvelle session Cloud Encore. Voilà, donc je suis invité donc là, à scanner mon environnement. Je vois que les plans commencent à détecter. Hop, le contre-jour n'aide pas, j'ai l'impression. Hop, donc là. C'est bon, ça tourne toujours. Voilà, donc là j'ai commencé. J'ai disposé ma carte. Donc là ce qu'on fait, c'est qu'on fait environ 2000 appels d'API. C'est pas très économique, mais bon, c'est très fait pour la prod. Donc on appelle une API par vertice. Voilà, et donc Christophe a pu résoudre l'encre que j'ai posée, et donc là on voit la même carte. Juste on a un angle de vue différent évidemment. Je réduis. Vas-y. Toi plutôt, c'est toi qui héberge. Comme on a un petit bug par moment, hop, voilà. Voilà, donc là les deux ont vu la réduction de la carte. Hop, donc Christophe peut se promener dans la carte. Voilà. Donc, là on a un problème d'occlusion, typiquement voilà, quand je suis devant lui. Donc on peut se déplacer au milieu des modèles 3D. Donc là on est au Mont Blanc, c'est la mer de glace, et je crois qu'on a Chamonix, je sais plus. Je crois que c'est Chamonix qui est de ce côté-là. Non, de ce côté c'est Courmayeur. C'est Courmayeur. C'est le bon côté. Bah, dans le coin c'est difficile, on peut se tromper. Alors on doit être par là sur Chamonix. Sur les autres presse, on faisait C'est illusion. peut-être ça. Dans les autres villes, ouais ça passe, mais pas Grenoble. Donc normalement Christophe, tu vois mes petits drapeaux que j'ai Oui. posés. Ah. J'ai l'impression qu'ils flottent, mais... Non, Ah non. il est bon. Ah bon, bah très bien. Donc on a possibilité d'échanger des informations simplement en posant des drapeaux. Voilà. Je change de localisation peut-être? Et ouais, on est juste en temps, mais vas-y vite alors. Vite, d'accord. Donc, quand on a posé la carte, on a simplement un grand mesh composé de 2000 vertices, c'est ça? 2000, à peu près 2000. À peu près 2000 vertices. Derrière, on a un endroit, donc éventuellement là, quand il fait la recherche par exemple, à ce moment-là, ce qui se passe, c'est qu'on appelle Bing, qui nous donne les coordonnées GPS. Ensuite, on appelle, nous, une API qu'on a hébergée qui s'appelle Open Elevation pour avoir l'altitude de chacun des points. On modèle le mesh et on va chercher les images d'OpenStreetMap pour venir les poser dessus. Donc là, on est à Grenoble. Donc vous voyez bien la cuvette où installer Grenoble. Voilà. Alors, d'habitude, on va à l'Everest, mais bon, là, vu qu'il y a des reliefs à Grenoble, on en profite. Donc on peut proposer une expérience quand même assez poussée avec Unity et Aircore. Il y a quand même un coût qui n'est pas neutre, le coût d'entrée n'est pas neutre, donc le langage n'est pas le même, on est sur du C# plutôt que du Java. Les langages sont quand même relativement proches, mais il faut quand même s'approprier le C#. Il y a l'IDE qui est à prendre en main, qui est vraiment assez différent, assez différent des IDE classiques. Donc on a vraiment une interface où il faut cliquer à droite à gauche. Par exemple, on avait un souci avec les drapeaux passaient au travers de la carte, et il a fallu chercher qu'on avait oublié de placer un rigid body pour qu'il y ait des collisions entre la carte et les drapeaux. Voilà, si c'est la première fois qu'on arrive sur Unity, ça peut être un petit peu compliqué. Les concepts à appréhender, c'est les concepts du jeu vidéo. Donc c'est vraiment pas le formulaire web qui écoute un submit ou autre. C'est à chaque rafraîchissement d'image, tous les composants sont appelés avec un événement onUpdate, et pour chaque composant, il faut donc gérer tout ce qui est collision, tout ce qui est interaction utilisateur. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses à gérer, et donc c'est un autre mode de programmation que les applications web dont on a l'habitude. Donc on a présenté tout plein de technologies pour faire de la réalité augmentée. On peut ne pas savoir vers où partir. Donc pour ça, il y a un consortium qui s'appelle Chronos Group, qui a annoncé un standard en 2017 et qui est sorti officiellement en 1.0 le 29 juillet 2019. Donc le standard intervient à deux niveaux. D'abord, standardisation d'API. Donc l'idée, c'est de proposer une API pour tous les moteurs 3D de rendu, par exemple Unity Unreal, pour qu'ils n'aient pas à réimplémenter à leur façon la réalité augmentée. Deuxième niveau d'abstraction, c'est l'abstraction du device. Donc ça revient un peu à créer un driver universel pour tous les devices. Et donc ça nous permet de résoudre le problème de fragmentation de l'XR, donc réalité augmentée, réalité mixte, réalité virtuelle, pardon. C'est-à-dire qu'on va créer une application avec Unity, par exemple,
on va la compiler une fois et elle va être compatible avec toutes les plateformes et sur tous les devices, ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de monde derrière OpenXR, que ce soit hardware, software, mais il manque quelqu'un à l'appel. Apple, pas de surprise. Voilà. Donc ils sont dans le consortium Chronos Group, hein, c'est vrai. Cependant, ils ne supportent pas pas officiellement l'OpenXR. On a quand même un portage de la communauté d'ARKit, mais c'est de la communauté, quoi. Donc à l'avenir, on peut s'attendre si on utilise OpenXR, à développer une application pour OpenXR et pour les devices Apple. Merci de votre attention. Je ne sais pas s'il reste un petit peu de temps pour les questions. Pendant la session. Oui, alors c'est une question bête, mais en fait le GLTF c'est un format que j'avais pas du tout que je connaissais pas. Ouais. Il sort d'où? Il est open, il est porté par plusieurs modeleurs 3D. Si je veux faire du GLTF, je le fais où? Une bonne question. Nous on a creusé les fichiers GLTF. On peut les exporter via Blender, Ouais. mais il n'est pas d'origine de Blender. Par contre. Non, c'est le blend dans Blender. C'est Blender. On peut l'exporter de Blender, mais c'est pas un format Blender. C'est vrai qu'on l'a vu que dans le cadre d'AirCore. Ok, merci. Comment ça marche vraiment en fait le partage de sessions Alors, c'est la question classique. Le partage de sessions pour les clouds encore. Ouais. Là c'est super simple. T'as vu, on a hébergé, on a dit tu hostes l'encre, on donne l'ID de l'encre à l'autre, il fait resolve et AirCore lui pose l'encre au même endroit. Derrière, on a fait les tests, il n'y a pas d'utilisation du GPS, donc vous pouvez couper le GPS. C'est basé sur la map des fameux points bleus qui est envoyée dans le cloud, et là il y a une résolution qui est faite. Parce que vous avez vu que je ne me tenais pas exactement au même endroit. Donc ils ont des gros algos très compliqués, il y a plusieurs articles de publiés, j'ai abandonné la lecture, qui permettent de vérifier que les maps sont les bonnes et de recadrer. Alors des fois on a des faux positifs, ça nous est arrivé nous dans une pièce vide, donc quand les choses se ressemblent de trop, on était dos à dos, il nous a résolu l'encre chacun de notre côté. Par contre, je pense que ça peut faire des trucs fun. Alors, on n'avait pas le cas de test. C'est si vous avez deux pièces identiques, chacune à un bout du monde, vous pouvez partager des sessions 3D. Enfin, je suppose. Tu crois que c'est envisageable de penser que le monde extérieur peut devenir une espèce de grande scène où on pourrait se retrouver, on peut retrouver quelqu'un qui taille quelque chose sur un C'est le cas, tu as le jeu... alors, le monde extérieur deviendrait une grande scène pour les... Tu as le jeu Minecraft, qui est sorti là en réalité augmentée, j'ai pas eu le temps de le tester encore, où a priori tu peux construire des modèles 3D que tu laisses dehors dans la nature, et les gens qui passent derrière pourront les voir. Ça marche à la façon Pokémon Go. C'est vrai que Ça marchote. J'avais essayé vite fait, mais ça faudrait que je retourne dessus, là ça a dû changer. Okay. Enfin, c'est l'objectif, donc ça va venir. Bonjour, merci. Je vais justement rebondir sur la question précédente. J'avais une question sur, là on parle de stocker les encres, mais est-ce qu'il y a des features ou des projets pour stocker l'environnement? Ce qui m'a interpellé, c'est tout à l'heure sur le côté e-learning de la machine. On va rescanner, le programme devra réapprendre un peu tout ça, alors qu'on pourrait le stocker sur des récurrences. Ça rejoint aussi l'environnement, de cartographier un peu tout ça, couplé au GPS, il y a une dimension de folie. Est-ce qu'il y a des choses là-dessus? Alors, j'ai pas vu de choses, c'est faisable. Tu acceptes la première démo avec les petits points là pour voir comment on voyait AirCore, donc les points avec les plans qui apparaissent ensuite. Tu as accès aux nuages de points d'intérêt qui sont détectés. Donc c'est des choses que tu peux restocker éventuellement, comme ta scène 3D. Ta scène 3D, c'est tes nœuds, tes modèles qui sont chargés et les poses. Si tu stockes ces poses-là, tu es capable de reconstituer n'importe quelle scène 3D ou de les partager entre les gens, effectivement. Ce qu'on fait d'ailleurs avec le mesh, il n'y a que Jérémy qui fait la résolution des altitudes et il m'envoie les informations après sur le modèle du mesh. Donc c'est complètement faisable, il n'y a rien de fourni à l'heure actuelle dans le SDK pour le faire. Donc on rescanne la pièce à chaque fois. Oui. Du coup, au niveau web, à part le modèle viewer, est-ce qu'il y a un SDK un peu comme on peut trouver du coup sur Android, iOS pour faire des trucs un peu poussés comme ça
Alors c'est WebXR, le standard, qui est toujours en cours de standardisation, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, alors la dernière fois que j'ai regardé, il fallait avoir la bonne version de Chrome pour que ça marche avec AirCore et puis activer des flags expérimentaux. Ils se battent beaucoup sur la spec, sur le fait notamment de tout ce qui est détection de lumière. A priori ça pose des problèmes sur l'intrusion dans la vie perso des gens. Donc voilà, ça se bat, c'est pas sec, c'est pas frais encore, c'est pas ça. Le modèle viewer pour l'instant est vraiment la solution la plus simple. Faire les choses plus complexes, c'est plus compliqué. Merci. Dernière, ouais. Alors c'est peut-être une question un peu bizarre ou bête, mais du coup là, toute l'intelligence de tous ces calculs est uniquement concentrée sur le processeur du téléphone du coup. Tout à fait. Par exemple pour les échanges avec le calcul de match entre les deux téléphones, ça c'est un des deux téléphones qui fait le calcul pour calculer à quel endroit il est par rapport à l'autre. Non, le premier téléphone va envoyer la map de points vers le cloud en disant j'ai mis une encre ici. Et le deuxième enverra ses maps de points, et c'est le cloud qui fait la résolution. Okay. Donc là, il y a vraiment des échanges. La première démo, celle du ND, elle marche en offline. Je ne suis pas obligé d'avoir du réseau pour la faire tourner. Ouais, parce que derrière, du coup, il y aurait tout se fait dans le téléphone, la détection des plans et tout. Après, pour tout ce qui est échange de données entre les deux téléphones, on passe aussi par un intermédiaire, on passe par le Unity Network. En fait, donc tout ce qui est altitude que je transfère à Christophe, j'envoie les points dans Unity Network. Et il les retourne à Christophe. On rejoint une session Unity gérée dans Unity Network. Et du coup, là-dessus, il y a des problématiques de barrière d'intrusion, ou enfin, dans la vie privée et autres, ou a priori pas trop. Pas trop. Enfin, l'image, c'est pas l'image qui est envoyée, c'est vraiment la map de points. Donc il n'y a vraiment aucune image de vos intérieurs quand vous mettez en place des clouds encore qui sont envoyés vers les clouds de Google. Si l'inquiétude est là. Merci. Merci.